Bonjour à tous, on est absolument ravis de vous retrouver pour cette émission en direct qui va durer 50 minutes avec deux intervenants exceptionnels, vraiment. Alors Patrick Bazin et Alain Brondeau. Alors Patrick est responsable de la gestion des sites conservatoires du littoral et Alain est un monsieur qui m'énerve un petit peu parce que c'est monsieur Outre-mer. Donc c'est quelqu'un qui connaît tout l'outre-mer comme sa poche et qui circule en permanence. Donc il connaît tout de toutes les îles. Donc c'est un tout petit peu agaçant quand on n'a pas la chance de voyager aussi souvent que lui. Bref, je vous explique le principe de l'émission. Sur votre écran, vous devez avoir au-dessous de l'écran une zone sur laquelle vous allez pouvoir chatter. Donc c'est là-dessus, sur cette zone, que vous nous dites des petits bonjours. Donc voilà, il y a déjà des petits bonjours qui arrivent, des bonjours, où vous allez pouvoir surtout poser vos questions. C'est aussi sur cette zone-là que vous allez recevoir des sondages, car pendant l'émission, on va faire deux sondages qui vont être assez importants. Donc, comment se passe l'émission? Quand vous allez poser des questions, parce qu'on a eu beaucoup de questions de cet ordre avant le début de l'émission, quand vous allez poser des questions, il y a des modérateurs qui sont à l'extérieur de cette pièce, qui vont regrouper les questions qui se ressemblent un petit peu de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de redites pour nous et qu'on puisse traiter le plus de questions possible. Alors, l'expérience nous a déjà montré qu'il est très très difficile de répondre à toutes les questions qui vont nous arriver. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des questions que nous n'arrivons pas à traiter, enfin que Patrick et Alain n'arrivent pas à traiter en direct parce qu'il y en a de trop, alors pas de souci, nous y répondrons au fil, par écrit, pardon, et on vous renverra toutes les réponses par mail sur les adresses des établissements scolaires. Voilà. Alors, je vous rappelle le sujet qui nous réunit aujourd'hui pendant 50 minutes. Alors, on a plein de bonjours. Alors, on ne peut pas répondre à tous. Le collège du Parvis, Sénéquier, de la Houle, ok. On a des secondes de Kerplouz-Auray. Bonjour à tous, on est ravis vraiment que vous soyez là et à fond derrière cette très belle émission où vous allez avoir des images géniales. Alors, je vous rappelle le sujet. Donc, c'est le réchauffement climatique a des conséquences sur le littoral. Et quel compromis doit-on faire entre les forces de la nature et l'occupation humaine? Tout cela va être illustré avec énormément d'exemples très très concrets et nous allons en fait commencer avec un premier sondage. Ah, on a Bordeaux aussi qui nous dit bonjour, mais je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, je suis désolée. Alors on va lancer un premier sondage que vous allez voir apparaître justement dans la zone de chat qui est donc le littoral est un paysage, jusque-là je pense qu'on est tous d'accord. On voudrait savoir si vous pensez que c'est un paysage stable qui change peu ou pas, ou si vous pensez que c'est un paysage instable qui est parfois susceptible de beaucoup changer. Alors, en attendant les résultats du sondage qui va aller très 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 vite, on va donner la parole à Patrick dans un premier temps, juste pour qu'il rappelle ce que des personnes du Conservatoire du littoral appellent littoral. Qu'est-ce que c'est pour vous que le littoral? Alors bonjour à tous. Le littoral, c'est évidemment la partie qui fait la jonction, l'interface entre la terre et la mer. C'est le rivage. Voilà. Mais c'est un peu plus que le rivage. C'est aussi toute la bande de terre et la petite bande de mer qui sont proches l'une de l'autre. C'est une frontière qui a une certaine épaisseur et qui crée beaucoup de richesses en fait naturelles. Comme toutes les frontières en écologie, il y a des échanges et il y a également des milieux très particuliers parce que les dunes ne se forment que sur le bord de mer, les lagunes également, les estuaires qui sont la partie des fleuves qui arrivent dans la mer avec des mélanges d'eau douce, salée. Et ces milieux sont caractérisés aussi par le fait que l'eau y est d'une faible profondeur et la lumière pénètre très facilement jusqu'au fond, sur les récifs par exemple. Et on y voit tout un développement de flore, de faune et des poissons. La plupart des poissons qui sont pêchés en mer grandissent le long des côtes. C'est là aussi où les oiseaux choisissent de migrer l'hiver pour aller du pôle Nord à l'Afrique, etc. Et donc ce sont des milieux extrêmement riches pour la biodiversité.
Alors Alain, est-ce que la France est un peu spécifique en termes de littoral? Je pense notamment au territoire outre-mer. La France a une grande richesse, une grande variété de littoraux, effectivement, aussi bien sur sa partie continentale européenne que par sa présence dans tous les océans du monde, dans le Pacifique, dans l'Atlantique, dans l'océan Indien et même dans l'océan Antarctique. Donc on a des milieux particuliers à ces zones d'outre-mer, comme la mangrove par exemple, qui est typiquement un écosystème littoral puisqu'elle se développe entre la marée haute et la marée basse. Et donc on la trouve dans la plupart des départements d'outre-mer français, ou les récifs coralliens dont Patrick parlait à l'instant, qui sont aussi des écosystèmes littoraux très spécifiques et dont la France est très riche et un des premiers pays dans le monde à avoir ces écosystèmes. Peut-être qu'il faut que tu expliques ce qu'est la mangrove, parce que tout le monde, ça c'est pas une mangrove. Hein, alors là c'est la côte volcanique effectivement, puisqu'on a également des côtes volcaniques en France, notamment à La Réunion et à Mayotte, oui. Ou en Guadeloupe et en Martinique. Et la mangrove c'est un écosystème, c'est de la forêt qui pousse dans la mer, dans de l'eau, et donc qui se retrouve 2 fois par jour submergée sous l'eau, et puis 2 fois par jour hors d'eau. Donc c'est des arbres très particuliers qui ont su s'adapter à ces conditions de milieu-là, qui poussent dans de l'eau salée ou saumâtre, et qui arrivent à se développer donc à la limite entre les plus basses eaux, la marée basse, et les plus hautes eaux, la marée haute. Alors, juste un petit instant pour dire que surtout, vous commencez à envoyer vos questions. Hein, on va les traiter, si possible, au fil de l'eau. Donc, vous commencez à les envoyer pour qu'on puisse y répondre. Moi, juste une petite question qui me vient à l'esprit. Vous parlez de ce littoral comme d'un milieu un peu spécifique. Est-ce que le fait que ce soit un milieu spécifique le rend plus fragile que d'autres milieux naturels ou qu'est-ce qui se passe vraiment sur le littoral ? Il est fragile comme tous les milieux naturels et lorsque l'homme s'installe sur les milieux naturels, forcément, ces milieux peuvent être impactés, peuvent être modifiés. Et le littoral est depuis quelques dizaines d'années, depuis 100 ans, 150 ans, un lieu que les hommes aiment occuper. Donc forcément, il y a des fragilités. Cette fragilité côté activité humaine, et puis il y a des fragilités par les mouvements que la mer implique sur ces milieux. Mais ce sont des milieux aussi qui sont assez, on dit, résilients, c'est-à-dire ils peuvent subir par exemple des tempêtes et puis ensuite se reconstituer très facilement. Donc ce sont des milieux qui sont adaptés aussi à ces conditions particulières. Super. Alors on va répondre, je crois qu'on a déjà le résultat du sondage 1. Alors, magnifique, c'est-à-dire que vous pensez que c'est un paysage instable qui est parfois susceptible de beaucoup changer. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse-là? Top. On pense qu'on a des élèves qui sont bien renseignés. Donc, jusque-là, les professeurs, vous avez bien fait votre travail. Super. Ah, ok. Alors, j'aimerais qu'on va vous montrer des exemples pour venir illustrer le fait que justement le littoral et le trait de côte sont susceptibles de changer. Alors on commence avec toi Alain, raconte-nous. Un premier exemple qui se passe en Guyane, à Cayenne, donc on est en Amérique du Sud. Alors on a souvent l'image effectivement d'un littoral qui peut bouger des fois avec de l'érosion, mais souvent on a en tête que c'est des choses qui se font lentement et qui se font sur des pas de temps historiques. En réalité, dans certains endroits, et c'est là le cas à Cayenne, ça peut bouger aussi très vite parfois. Donc on a en Amérique du Sud, le long du continent sud-américain, des bancs de vase qui sortent de l'Amazone et qui se déplacent le long du continent. Et quand le banc de vase arrive devant la Guyane, la mangrove va pouvoir s'installer. Elle va trouver des conditions favorables, une zone assez calme et des eaux peu profondes. Et donc pendant quelques années, la mangrove va se développer, des fois sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Donc c'est ce qui s'est passé là à Cayenne. Vous voyez qu'en 2001, sur la photo, il n'y avait pas de mangrove devant Cayenne. Et en 2011, 10 ans plus tard, on avait jusqu'à 2 km de mangrove complètement d'épaisseur devant Cayenne. Il fallait aller 2 km au large de Cayenne pour commencer à trouver l'eau de mer. D'accord. Et puis quelques années plus tard, en 2016, le banc de vase qui protégeait d'une certaine façon la Guyane s'est déplacé. Et là, la mangrove a disparu très rapidement en quelques mois. Donc en 2016, il n'y avait plus de mangrove. Et dans quelques années, de nouveau, on sera dans la situation qu'on avait en 2011. La mangrove va se reconstituer. Donc il y a des cycles qui font 10 ou 15 ans en Guyane et où on voit de la mangrove avancer et reculer, donc, et des fois de plusieurs centaines de mètres par an, voire plusieurs kilomètres par an, dans les cas les plus extrêmes. D'accord. Alors on va commenter la photo suivante maintenant. Alors on reste en outre-mer. Alors c'est vrai qu'on pense souvent, quand on dit que le trait de côte peut bouger ou que les paysages littoraux bougent, on a souvent l'image de l'érosion et de la mer qui grignote la terre.
Là, cette petite illustration vient de la Réunion, c'est le piton de la Fournaise, où c'est l'inverse. Là, on est sur une île volcanique. Ce qu'on voit au premier plan sont des coulées de lave, alors, qui ont quelques années, celles qui ont commencé à être colonisées par les lichens, là, un peu blanchâtres. Et à l'arrière-plan, vous voyez une coulée qui est beaucoup plus récente, elle date de 2007. Et lors de cette coulée de lave, eh ben, l'île s'est agrandie en quelques jours de plusieurs hectares. Ah oui. Voilà. Alors ensuite, l'érosion reprend son cours, ça recule, ça se rétrécit, jusqu'à la prochaine éruption qui arrivera à la mer et qui va de nouveau agrandir l'île. D'accord. Alors, on va commenter l'image suivante. Alors là, on retourne en France hexagonale, côté Méditerranée, et on voit ces côtes extrêmement basses du Languedoc avec un petit cordon dunaire et des lagunes derrière. En 1860, 1850 à gauche et aujourd'hui à droite, avec le trait rouge qui représente le trait de côte tel qu'il était en 1850. Ce qu'on voit, c'est que même si la configuration n'a pas beaucoup changé, en revanche, l'homme s'est installé, a construit sur les lits d'eau, ces petits cordons de dunes de littoral sableux, et y compris un peu dans les lagunes. Ça montre déjà l'occupation humaine qui s'accroît oui. sur le bord de mer. Oui. Et on va avoir la même représentation sur d'autres sites. Si on se déplace par exemple en Aquitaine, ici on voit la station balnéaire de Lacanau. Eh bien Lacanau, il y a 150 ans, n'existait pas. C'était une dune sans végétation, et qui en fait a progressé de plusieurs centaines de mètres en mer. Et c'est là qu'on a construit la station balnéaire, là où il y avait la mer il y a 150 ans. Donc aujourd'hui, évidemment, comme on constate à nouveau une érosion, c'est un petit peu difficile à tenir comme situation. Donc, je reprécise bien que la ligne rouge que vous voyez sur la carte de droite correspond bien au trait de côte il y a 150 ans, hein, pour que ce soit bien clair, parce que c'est tellement énorme sur Lacanau qu'on a du mal. On va prendre une petite question qui arrive quand même entre-temps, c'est combien de kilomètres de littoral possède la France? Vous connaissez ça par cœur? Oui, alors sur la métropole, la France hexagonale, il y a 12 000 kilomètres de côte. Oui. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à peu près 20% est protégé, dont 15% par le Conservatoire du littoral, et le reste par d'autres institutions comme des réserves naturelles ou des parcs nationaux. D'accord, justement, on avait une autre question qui était avec quelles autres institutions et organismes travaillez-vous? On va la prendre aussi celle-là. Oui, eh bien, très rapidement, le Conservatoire, c'est un organisme qui est un organisme d'État dont la mission est d'acheter des terrains sur le bord de mer et dans les zones littorales. Et nous travaillons donc avec les services de l'État, bien sûr, qui font respecter les lois, la loi littorale et les plans d'occupation des sols. Et puis l'Office national des forêts, qui gère beaucoup de dunes, de zones dunaires, notamment en Aquitaine, qui est un partenaire étroit, les espaces protégés, les réserves naturelles, les départements, et puis beaucoup de communes, de collectivités locales qui sont les gens qui gèrent les terrains achetés par le Conservatoire. Super. Alors on va revenir à nos histoires de cartes. On va regarder la carte suivante. Alors là on est à la Tremblade. Et Patrick, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on doit regarder sur cette carte? Alors ce qu'on doit regarder, c'est toujours le trait rouge qui marque la position de la côte en 1850. Et vous voyez qu'il y a des endroits sur l'île d'Oléron, on a gagné sur la mer. Alors aujourd'hui c'est en érosion, mais on a gagné plus d'1 kilomètre en fait depuis cette époque-là. Alors que plus au sud, sur la pointe de la Coubre, on voit que la côte a complètement changé de forme. Et là, on a reculé et on a ce cordon de dunes là qui s'est formé en mer. Donc c'est des variations très importantes, parce que ce sont des masses de sable énormes qui ont bougé de cette façon-là. Alors on a une question qu'on va prendre parce qu'elle est à propos de Palavas-les-Flots qu'on a vu juste avant. La question nous demande, le trait du littoral peut-il revenir à son ancienne place à Palavas-les-Flots? Eh bien je dirais difficilement aujourd'hui. Alors pourquoi, Patrick? Parce qu'on y a bâti des maisons, des routes, des remblais, et que c'est difficile d'effacer ça d'un trait de plume. Donc là où c'est urbanisé, ça sera difficile. Peut-être que ça sera nécessaire à un moment donné, parce qu'on verra que la mer monte, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Super. On va continuer avec la carte suivante. Donc là, maintenant on est à la Prémisautière. Alors sur ce secteur qui est le Marais Poitevin, la Prémisautière, c'est la petite ferme qu'on voit dans le rond rouge, et on en reparlera tout à l'heure.
Ce paysage, lui, il a gagné sur la mer par l'action de l'homme, conjuguée avec la sédimentation, parce que dans ces baies assez bien protégées, chaque marée amène de la vase, se dépose sur le fond, et le fond de la mer remonte. Et les hommes, depuis le Moyen-Âge, ont construit des digues pour profiter de cette terre qui se crée finalement et la mettre en culture. On voit que le trait rouge là, il est assez loin de la mer actuelle et on verra que tous ces secteurs-là, ce sont quand même ceux qui sont les plus exposés quand il y a des tempêtes. Alors on a une question pour toi Alain. Y a-t-il des mangroves sur la côte d'Opale? C'est le collège Romain Roland à Mouy qui pose cette question. Pas encore, ça viendra peut-être avec le réchauffement climatique, mais les mangroves se développent que dans les zones tropicales. Donc il faut qu'il y ait déjà une eau suffisamment chaude et ce n'est pas encore tout à fait le cas sur la côte d'Opale. Donc la côte d'Opale ne sera pas protégée par des mangroves? Pas des mangroves, non, mais on le verra peut-être tout à l'heure qu'il y a d'autres systèmes naturels qui permettent de protéger les côtes et qui eux sont présents sur la côte d'Opale. Donc ça on verra des photos tout à l'heure. On va prendre la photo suivante de carte. Donc l'île Tudy. Alors je salue, je sais qu'il y a un lycée ou un collège qui est pour l'instant en ce moment à l'île Tudy qui doit nous regarder. Alors eux ils sont vraiment pile... sur l'endroit dont on va parler. Oui, on doit les chercher d'ailleurs sur la côte, sur la carte de gauche, donc au 19e siècle. L'île Tudy, c'est la petite langue de terre qu'on voit. Et aujourd'hui, en fait, cette langue de terre, c'est un village de pêcheurs qui s'est étendu sur les zones qui étaient autrefois des lagunes. Et donc, on a également de zones basses, finalement, qui sont aujourd'hui urbanisées, et sur lesquelles il est difficile de revenir, bien sûr. Et est-ce que ce sont aussi des zones qui sont fragiles dès qu'il y a un événement climatique majeur ou qui sont... Alors ici, s'il y a des tempêtes, la dune qui protège tout ce secteur-là est quand même relativement exposée. Donc il y a des études qui sont faites actuellement pour savoir comment protéger au mieux les habitations. Nous pensons que le mieux, c'est de les protéger au plus près des habitations pour que justement la partie qui est encore naturelle serve de tampon, d'espace où les vagues vont se perdre. Mais le réflexe aujourd'hui, c'est quand même beaucoup d'essayer de protéger au plus près de la mer. Donc ce sont des questions qu'on va revoir. Oui, qu'on va revoir. Alors on a quand même une question qu'on va prendre tout de suite, c'est la France va-t-elle subir beaucoup d'inondations à cause du changement climatique ? Alors bon, on reviendra dessus, mais les géographes ont regardé un petit peu quelles étaient les zones basses. Alors on en voit ici des zones basses, c'est-à-dire des zones qui étaient finalement au niveau de la mer et qui maintenant sont bâties ou sont, disons, des zones terrestres. Ces zones basses représentent 700 000 hectares en France, en comptant que l'Hexagone, et ça représente un département. Donc l'équivalent d'un département, le long des côtes, se retrouve à des niveaux qui seront gagnés par la mer à un moment ou à un autre. On ne sait pas si c'est dans 50 ans, dans un siècle, dans 3 siècles, mais c'est à peu près la dimension de ce qui va arriver. Alain, sur l'outre-mer, qu'est-ce que tu dirais? Alors, sur l'outre-mer, c'est évidemment un phénomène qui est présent aussi. On a des zones basses, notamment pour parler d'un outre-mer non tropical à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le village entier de Miquelon va passer sous le niveau de la mer au cours du XXIe siècle. Donc évidemment, il faut s'y préparer et l'anticiper. D'accord. On va regarder une carte suivante. Il y a beaucoup de questions et on va essayer d'avancer. On les prendra au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Alors, on est maintenant sur la baie d'Authie. Voilà, alors la baie d'Authie, c'est dans le Pas-de-Calais. Et nous voyons que là encore, la dune n'était pas du tout ni végétalisée, ni occupée par l'homme en 1850. Et aujourd'hui, on a cette grande station balnéaire qui est Berck-sur-Mer. Et on voit également l'érosion qui a gagné le sud de ce secteur avec toutes les défenses qu'on a essayé d'y mettre. Mais on va vous détailler ça un petit peu. Voilà. Alors là, il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'on va vous montrer une très courte vidéo que Patrick va essayer de commenter en direct en suivant les images. Donc on va lui souhaiter bonne chance, mais tout à l'heure ça a marché. Donc vous allez regarder cette vidéo qui a ceci d'intéressant, que vous allez voir comment... Donc vous avez vu l'installation que vous aviez sur la petite ville de Berck et à quel point elle est venue s'étendre. Vous allez voir comment cette installation a modifié absolument incroyablement tout ce trait de côte.
Et ça va répondre à pas mal des questions que vous êtes en train de poser. Alors, on va lancer la vidéo. Patrick, on va retourner à nouveau en 1860, à une époque où le fleuve côtier de Loti est bordé de grandes dunes désertes. Et le village de Berck, en haut, est un petit hameau très loin du rivage. En 1869, on construit l'hôpital sur la dune pour profiter des bienfaits de l'eau de mer. Et à la même époque, on entreprend de fixer le cours de Loti pour permettre la valorisation des terres basses. Très vite, il faut protéger l'hôpital des assauts de la mer. Et on voit que s'engage alors un véritable bras de fer entre les tempêtes et les efforts de protection. Ce combat s'engage au début du XXe siècle, il se poursuit, mais cela n'empêche pas le village de Berck de devenir, dès les années 30, une grande station balnéaire en bord de mer. Cette station balnéaire s'étend progressivement et les mouvements de la côte continuent. Loti, elle, a repris ses divagations, comme si de rien n'était. Il faut sans cesse prolonger et renforcer les défenses, au fur et à mesure que la ville s'étend sur la dune et sur les terres basses. Et aujourd'hui, encore, la mer et les méandres de Loti attaquent la dune en de nouveaux endroits. C'est un combat qui n'a pas de fin, pour l'instant. Et donc, si on reprend en accéléré depuis le début, ça donne ceci. Et vous voyez donc ce paysage qui est en mouvement perpétuel, en mouvement incessant. Alors, on va prendre quelques questions. On en a une qui est quel est le principal facteur qui menace les littoraux français? Alors, que diriez-vous? Je pense qu'il n'est pas forcément le même sur tous les littoraux, mais d'une manière générale, il y a quand même cette urbanisation rapide et assez récente finalement à l'échelle historique du littoral français qui est une menace très importante. Lorsque sur certains secteurs, les 3/4 ou même plus du littoral ont été totalement urbanisés, il ne peut plus respirer et continuer à évoluer librement. Donc je pense que c'est la menace aujourd'hui principale. Évidemment, ce n'est pas applicable partout de la même façon. D'une manière générale, c'est peut-être le plus grand défi, c'est que maintenant on a un littoral qui était relativement inhabité il y a 2 siècles et qui aujourd'hui est très densément peuplé. Et c'est même beaucoup plus densément peuplé que les zones intérieures de la France. Patrick, tu rajouterais quelque chose à ça? Non, parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Et la menace, c'est vrai qu'elle est plus ou moins précise, plus ou moins sensible si on parle de milieux naturels ou si on parle des milieux habités. Les milieux habités sont finalement la menace pour les milieux naturels. Et une fois que les milieux sont habités, la menace, c'est plutôt l'élévation du niveau de la mer, l'érosion et la submersion. On va prendre une autre question, très très directe. Que va devenir le bassin d'Arcachon à cause des mouvements de sable? Déplacements, passes et bancs. Ah, que va devenir le bassin d'Arcachon? Alors il faut savoir que le bassin d'Arcachon, il a beaucoup bougé lui aussi. Et au Moyen-Âge, il ne s'ouvrait pas vers le bas, vers le Cap Ferret, mais il s'ouvrait en face, à Lège, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça va continuer à bouger, sauf qu'aujourd'hui, il y a effectivement des enjeux nombreux sur la flèche du Cap Ferret, notamment. Alors, qu'est-ce que tu appelles des enjeux? Des enjeux, c'est une station balnéaire. On a aussi la grande dune du Pilat, qui est au sud, qui, elle, est une dune vivante, c'est-à-dire qu'elle bouge avec la mer. Alors, elle se fait un peu rogner, mais elle avance avec la mer, et du coup, elle garde sa stature. Mais derrière la dune du Pilat, il y a des campings, donc c'est un problème quand même pour les campings. Et si le milieu si le système fonctionne naturellement, avec l'élévation du niveau de la mer, on peut penser que le bassin d'Arcachon va fluctuer à nouveau et pourquoi pas retrouver des formes qu'il avait autrefois. Avec une flèche du Cap Ferret beaucoup moins longue. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que quand on a un milieu naturel sans habitation, là on a bien vu avec toutes les cartes, c'est qu'il pouvait fluctuer et parfois même beaucoup, en avançant ou en reculant. Mais le problème, c'est quand on a des enjeux, c'est-à-dire des habitations qui se sont posées juste devant.
Parce qu'elle bouge difficilement. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus difficile de les bouger. On aura évidemment toujours tendance à vouloir fixer les choses. Une fois qu'on a installé une ville, une fois qu'on a installé un camping, une station balnéaire, etc., on acceptera plus difficilement de dire il faut bouger avec le mouvement du trait de côte. Donc c'est effectivement ces enjeux humains qui, des fois, vont à l'encontre des mouvements naturels du trait de côte. Alors justement, on va montrer une série de photos pour mettre en évidence la manière dont les hommes, finalement assez récemment, depuis, on dirait quoi, à peu près 150 ans, oui, essentiellement, oui. Essentiellement, ont décidé de s'installer le plus près possible de la mer. Alors, je vais vous laisser commenter les photos, on va les laisser filer tranquillement, pour vraiment prendre conscience à quel point les habitations ont voulu se mettre le plus près possible du bord de mer. Pourquoi, d'après vous, les hommes ont voulu faire ça? Pourquoi il y a eu cet attrait? Ouais, parce que nous rêvons tous d'avoir la vue sur mer. Ouais, c'est un facteur de vente. Ouais. Il y a je pense, des ressorts même psychologiques assez importants. Je pense qu'on vient de l'eau dans l'évolution animale et on a envie d'y retourner de manière assez instinctive. C'est le point d'attrait lorsqu'on se promène sur le littoral. Quand on commence à apercevoir la mer, on va tout de suite s'y diriger. C'est pareil pour s'y installer. Finalement, les maisons vue sur mer ou les chambres vue sur mer dans les hôtels, c'est toujours celles qui vont valoir le plus cher parce que c'est les plus recherchées. Mais effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'historiquement, on avait une vision de la mer qui était plutôt une menace, en disant on s'en méfie, on reste assez éloigné. Et cette perception-là, c'est un peu perdu. Et aujourd'hui, au contraire, on ne voit plus que le côté agréable et ludique et les loisirs associés à la mer, et moins les dangers peut-être de cette course à la mer. L'hôpital de Berck, qu'on a vu tout à l'heure, a été installé en bord de mer parce qu'il y avait aussi cet aspect santé. On s'est aperçu à un moment donné que l'eau de mer avait des vertus pour soigner un certain nombre de troubles, et notamment des troubles psychiatriques, psychologiques. Donc la mer est apaisante aussi. On aime regarder la mer et voir loin sur la mer. C'est vrai qu'en Outre-mer, on a, en tout cas aux Antilles, à La Réunion et également à Mayotte, on a eu historiquement une certaine prudence vis-à-vis de l'installation sur le littoral, puisque dès le XVIIe siècle, à l'époque de la monarchie, le roi de France et la Compagnie des Indes avaient instauré ce qu'on appelle la bande des 50 pas géométriques, une bande de 80 à 1,20 m de large. Alors c'est quoi cette bande? C'est quoi ces 50 pas géométriques? Alors c'était les 50 pas dits du roi, évidemment qu'aujourd'hui ils ne sont plus au roi, mais plutôt à la République, sur lesquels qui appartenaient à la couronne et qui se réservaient pour les besoins militaires, d'abord défendre évidemment le territoire, la menace venait de la mer, puisque c'était essentiellement des zones insulaires, et également se garder éviter de s'installer trop près de la mer parce que c'était soumis aux ouragans, aux tempêtes, etc. Donc il y avait déjà une notion de faire attention aux risques sur la mer. Alors avec le temps, malheureusement, une bonne partie de ces 50 pas géométriques finalement finit par être quand même occupées, vendues, privatisées. Et c'est des zones qui aujourd'hui, du coup, sont assez compliquées à gérer. Mais là où ils ont pu être maintenus, et là où le Conservatoire du littoral intervient souvent en Outre-mer aujourd'hui, ça reste du coup des zones qui permettent de préserver ce qui est en arrière. Donc finalement, cette histoire au XVIIe siècle de ces 50 pas, c'était assez visionnaire. C'était visionnaire parce que ça permettait de tempérer un peu tout ce qui pouvait être tempête, élévation du niveau de la mer et tout et tout. D'accord, super. Alors on va continuer. Quand même, hein. On va continuer un petit peu à répondre à vos questions. La disparition de la mangrove entraîne-t-elle une évolution de l'activité humaine ? Oui, absolument. Alors, il y a des exemples, pas forcément toujours en France, mais en Indonésie, par exemple, lorsqu'il y a eu le dramatique tsunami de 2004, on a réalisé que les zones sur lesquelles on avait réussi à maintenir de la mangrove avaient été beaucoup moins durement touchées que les zones sur lesquelles elle avait disparu. Donc ça s'est compté en dégâts, mais également en victimes, malheureusement, le fait d'avoir transformé des zones de mangrove en zones, en l'occurrence, de culture de crevettes. D'accord. Les enrochements, une question directe, hein. Les enrochements sont-ils une bonne solution pour protéger les littoraux de l'érosion? Ça, c'est le lycée Laennec qui nous pose cette question. Alors, la réponse techniquement oui, parce que lorsque l'on met des enrochements devant une côte, forcément ça la protège, ça la fixe. En revanche, ça a d'autres conséquences, c'est-à-dire que l'énergie de la mer qui ne peut plus grignoter cette partie-là va se reporter sur la partie d'après. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on observe, c'est que quand on commence à enrocher une côte, il faut poursuivre sur les côtés, parce que sinon, c'est les côtés qui s'érodent à la place du premier secteur. Ça a également un autre inconvénient, c'est que ça coûte cher. Et ça a un troisième inconvénient, c'est que ça supprime un petit peu les fonctions naturelles du littoral, de la dune,
de la plage, et donc ce sont des milieux naturels qui disparaissent aussi. Ça veut dire que c'est une solution un peu temporaire, d'urgence ou... Voilà, c'est une solution qui est souvent un petit peu nécessaire aujourd'hui parce que forcément, avec ce qu'on a vu de l'occupation humaine en bord de mer, notamment les stations balnéaires, si on n'enroche pas, ce sont les rangées de maisons qui tombent. Donc forcément, c'est la première chose à laquelle on pense. Maintenant, on va sans doute s'apercevoir que dans certains secteurs, il va devenir de plus en plus cher et de plus en plus difficile de maintenir le trait de côte rien qu'avec cette solution-là. Et donc, il faudra réfléchir à d'autres solutions. On va prendre d'autres questions. Les activités humaines sont-elles les seules responsables des modifications des littoraux? Ça, c'est un lycée Artaud, je crois, si j'arrive à bien lire. Non, il y a deux facteurs qui se complètent. Donc, à la fois l'activité humaine, mais on a vu que les milieux naturels, les milieux littoraux naturellement bougent énormément, puisque toutes ces modifications qu'on a vues entre les traits rouges de 1860 et la situation actuelle, pour l'essentiel, ce sont les mouvements naturels du sable, de l'eau, du vent qui les ont créés. Donc ce n'est pas toujours les activités humaines. Donc de quoi les activités humaines sont responsables de quoi en fait sur les littoraux? Vous diriez quoi? Alors c'est ça du fait que ça crée un problème. Parce que si le littoral bougeait, lorsque le littoral bougeait et qu'on n'était pas implanté trop près, ça bougeait, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, ça pose un problème parce qu'on est venu s'y mettre. Super. Alors, à combien s'élèvent les dépenses pour protéger les littoraux aujourd'hui? Alors c'est une excellente question. Et je pense qu'on y répondra un petit peu après. D'accord. Parce que je n'ai pas les éléments là en tête. Ah d'accord, donc ça on y répondra plutôt par écrit après pour donner des chiffres justes. Combien d'années avant que les Saintes-Maries de la Mer soient réellement menacées par la montée des eaux marines? 0. Parce que elles le sont déjà. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, quand on parle de menace par l'élévation du niveau de la mer, on s'imagine que ça va arriver d'un coup, hop, et que c'est un peu la veille ça allait, le lendemain on sera sous l'eau. C'est beaucoup plus progressif que ça. C'est lors d'une grosse houle que on va commencer à avoir une première submersion qu'on n'avait jamais vue jusque-là, et puis après la mer se retire de nouveau. Pendant quelques années, il ne se passe plus rien, et ça va être très progressif. Donc c'est difficile de dire à une date particulière où ça commence à poser problème, puisque ça va être lors d'événements climatiques qui vont devenir de plus en plus fréquents, des fortes houles qui, au fur et à mesure, vont devenir quasiment permanentes. L'élévation ne se passe pas de manière linéaire, jour après jour, c'est par à-coup. Super. Les Saintes-Maries de la Mer sont un bon exemple, parce qu'il y a des défenses devant cette ville-là qui font que le trait de côte est maintenu et que la ville est protégée aujourd'hui. À côté, dans les milieux naturels de Camargue, la mer commence à avancer. Il y a déjà des reculs naturels, mais là où on peut se le permettre parce qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, la mer commence à avancer. Et donc, on est déjà dans ce processus où on protège mieux les endroits urbanisés, parce qu'il y a des choses à préserver, et on laisse un peu plus faire les choses là où il y a des milieux naturels. D'accord, donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Quelles mesures peuvent limiter l'urbanisation en bord de mer? Alors, la réglementation et l'acquisition foncière. Alors, c'est-à-dire qu'en France, on a deux outils principaux, ce qu'on appelle la loi littorale qui a été créée en 1986, qui limite et qui contraint beaucoup les constructions sur la mer, encore qu'on a vu par les exemples, par les photos, que ça limite pas toujours autant que ça, mais normalement ça oblige en tout cas à ne pas construire en dehors des zones déjà urbanisées. Donc on ne peut pas construire une nouvelle ville à partir de rien au bord de mer en France depuis 1986. Et puis le deuxième outil, c'est ce que fait le conservatoire littoral, c'est d'acheter des terrains sur le bord de mer pour pouvoir les protéger, parce que finalement, dans les zones sur lesquelles il y a autant de tension, tant qu'on n'est pas propriétaire, c'est assez difficile de résister à la tentation de venir s'installer au plus près de la mer. Il faut quand même noter qu'aujourd'hui, le rythme de construction sur les communes littorales est à peu près 2,5 fois supérieur que dans les autres communes de France. D'accord, donc on continue, le littoral à continue à acheter, avoir un à rester attrait extrêmement énorme. attractif. Voilà. Même si c'est contraint par la loi littorale, il y a quand même 2,5 fois plus de construction sur le bord de mer qu'ailleurs. Et malgré le risque, malgré aujourd'hui ce qu'on entend dire sur l'élévation du niveau de la mer, etc., ça continue. Mais ce n'est pas partout dangereux non plus. Ok. On va prendre d'autres questions. Les populations vivant si proches de la mer sont-elles inquiètes d'habiter dans ces zones à risque? Alors ça, c'est très intéressant comme question, parce que pour l'instant, je dirais, jusqu'à Xintia, donc jusqu'à 2010,
je pense qu'on pouvait répondre... Rappelle peut-être ce qu'est Xynthia, peut-être que tout le monde ne se souvient pas de ce que Oui, c'était. en février 2010, il y a eu une tempête sur la côte atlantique qui s'appelait Xynthia, qui a fait monter le niveau de l'eau de 1,50 m, au-dessus de ce qu'elle aurait été normalement. Et il y a eu des morts. Depuis ce jour-là, il y a une vraie conscience du risque, notamment en Charente-Maritime et en Vendée. Et donc, avant cette date-là, j'aurais dit non, il n'y avait pas du tout de crainte des populations à vivre sur le bord de mer. Depuis, ça commence à venir, mais on a un phénomène, lorsqu'on demande aux gens ce qu'ils pensent, qui est, disons, un peu paradoxal, enfin, ou compréhensible, je ne sais pas. Ceux qui vivent vraiment près du risque ne souhaitent pas le reconnaître, ne souhaitent pas partir, en fait. Ils sont très attachés et donc ils ne veulent pas reconnaître ce risque. Ceux qui habitent un peu plus loin ont plus de facilité à le reconnaître et à penser qu'on pourrait changer certaines choses. Ça réagit de la même manière en Outre-mer? Oui, absolument. Lorsqu'effectivement on est exposé directement au risque, reconnaître le risque, c'est reconnaître la nécessité de partir. Et c'est extrêmement difficile lorsque certaines populations ou certaines familles sont installées depuis plusieurs générations sur un site et ils préfèrent des fois le nier ou l'accepter, vivre avec, mais en tout cas pas le prendre en compte totalement. Ouais, donc c'est vraiment complexe. On a vraiment beaucoup de questions. La montée des eaux peut-elle réduire à néant les îles? Oui, on a déjà des exemples en Guadeloupe, dans le grand cul-de-sac marin, l'île La Biche, qui était une île très touristique, sur laquelle avaient été installées des petites tables de pique-nique, des kiosques pour accueillir les visiteurs. Aujourd'hui, il est pratiquement sous 1 mètre d'eau. D'accord. Donc c'est devenu un îlet sous-marin aujourd'hui. Sans aucune hésitation, la réponse est oui. Ouais, comment se fait-il que l'on gagne des kilomètres de terre malgré la montée des eaux? Eh bien, parce que les phénomènes sont finalement très variables, hein, comme on a vu. Il y a parfois de l'érosion, mais il y a parfois aussi des sédiments qui sont amenés par la mer. Dès qu'on est dans des zones un peu calmes, la mer dépose des sédiments plus rapidement qu'elle ne monte. Et donc, en fait, on peut gagner finalement des terres dans des zones où ces sédiments s'accumulent, bien que globalement le niveau de la mer monte. Mais ce que tu disais précédemment, c'est que finalement ces terres qui sont gagnées sur la mer restent des zones vulnérables, fragiles. Ouais, c'est ça. Okay. On continue. L'installation d'infrastructures balnéaires est-elle irréversible? Non, pas toujours, mais c'est très difficile de le rendre réversible et très très long, puisque ça correspond à des investissements très importants qui ont pu être faits, des dépenses lourdes et une acceptation psychologique qui n'est pas évidente, de revenir, de défaire ce qu'on a fait il y a quelques dizaines d'années. Ouais, donc c'est rarement réversible aujourd'hui. Ça le sera peut-être plus dans les dizaines d'années qui viennent par la force des choses. C'est aussi un calcul économique. Alors sur Lacanau, qu'on a vu tout à l'heure, c'est une situation qui a été prise en compte par la collectivité, par les pouvoirs publics, et il y a eu des calculs de fait. Est-ce que le fait de reculer, de déplacer le front de mer, est une solution envisageable? Aujourd'hui, il reste plus cher de déménager que de continuer à protéger. Mais un jour ou l'autre, alors on ne sait pas si c'est en 2040, 2050 ou plus tôt, si les événements s'accélèrent, on va s'apercevoir que ça devient trop cher ou que ça devient finalement inconfortable. Parce que à Lacanau, si vous mettez un mur de béton devant, vous allez protéger, mais vous n'aurez plus de plage. Est-ce que c'est intéressant une station balnéaire sans plage? Donc à un moment donné, les questions vont se poser et il faudra bien trouver des solutions effectivement de repli, alors progressif. On a un peu de temps, comme disait Alain, ce n'est pas quelque chose de forcément brutal, mais par contre, il faut commencer à penser aujourd'hui à ce qu'on fera demain. Alors on va avancer un petit peu, on va continuer à prendre les questions et répondre au fil de l'eau, mais on va avancer un petit peu parce que le temps file à toute vitesse. Donc on va vous montrer quelques photos sur ce qui peut se passer. Ouais. Alors ça, Patrick, tu vas commenter ce premier schéma qui est vraiment... non, c'est pas Patrick, c'est Alain finalement qui va parler du schéma. Pour illustrer effectivement des notions qu'on a abordées déjà tout à l'heure, la question des risques naturels. Quand on parle de risque, on parle finalement du croisement de deux choses, un aléa
aléa qui est naturel, donc c'est une falaise qui recule, c'est la mer qui avance sur la terre, par exemple, donc en général d'origine naturelle, qui en lui-même ne pose pas forcément de problème, et commence à poser un problème dès lors qu'on superpose un enjeu. Donc un enjeu, c'est qu'est-ce qu'on a à perdre, donc des maisons en l'occurrence, ou une station balnéaire, comme on le disait à l'instant, et donc là, un enjeu, il est d'origine humaine, en général. Et lorsqu'on croise, qu'on superpose une zone d'aléa et des enjeux, et c'est là qu'on crée ce qu'on appelle le risque. Donc le risque, ce n'est pas uniquement un aléa, c'est un aléa superposé à un enjeu. Donc on va regarder quelques-unes des conséquences sur les photos suivantes. Donc vous allez les commenter pour bien faire comprendre ce qu'on est en train de regarder. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une digue sur le marais Poitevin et pendant la tempête Xynthia. Donc ce qu'on voit, c'est que la mer est passée par-dessus et elle a creusé la digue en fait par l'arrière et elle a fini par la rompre. Et voilà, donc on a eu la mer qui a avancé de plusieurs kilomètres en Vendée ce jour-là. Alors sur la photo suivante, qu'est-ce qui se passe aussi là? Alors c'est la même chose, sauf que la digue ne s'est pas cassée, mais elle est simplement sous l'eau. La mer est montée au-dessus. La mer est passée au-dessus, donc la digue n'était pas assez haute. On continue, là qu'est-ce qu'on voit? Donc ça c'est le marais Poitevin, c'est notre ferme de la Pré-Misotière qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est quand même assez loin de la mer. Et donc pendant Xynthia, tous ces bâtiments et les champs qui sont autour ont été inondés. Et on verra tout à l'heure qu'aujourd'hui la situation a évolué puisqu'on a protégé cette ferme, mais on a utilisé tout l'espace qui est devant, là, l'espèce de grande lagune qui est devant, c'est en fait les prés, les champs, et qui servent maintenant de zone tampon pour la ferme. Alors, ok, super. Sur la photo suivante, là, qu'est-ce qu'on voit? Toujours le marais Poitevin, donc on voit toujours pendant Xynthia, Patrick? Pendant Xynthia, voilà. Donc vous voyez la pointe de l'Aiguillon qui ferme la baie de l'Aiguillon. Et le petit cordon qu'on voit partir sur la droite, c'est la limite c'est la digue qui ferme en fait le marais Poitevin. Donc toute l'eau qui est derrière, normalement, ce sont des champs. Donc là, tout est passé par-dessus, en fait. Tout est passé par-dessus. Et sur la photo suivante, alors ça, on va prendre le temps juste de la commenter parce qu'il faut bien comprendre. Voilà, donc vous voyez la pointe de l'Aiguillon, c'est la petite flèche jaune qu'on voit au centre, vers le bas. Et donc derrière, vous voyez des réseaux, des digues bleu foncé, et puis vous voyez des dates. Et ça commence en fait vers 1700, 1725, etc. Et puis, plus on se rapproche de la mer, plus on voit que la date est proche d'aujourd'hui. Donc, on a les dernières digues qui ont été faites en 1960, etc. Et la zone bleue claire, c'est la zone qui a été inondée par la tempête Xynthia. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que cette zone inondée par la tempête Xynthia, ça correspond à ce qui était déjà dans la mer au XVIIe siècle, quand on a commencé à poldériser le marais Poitevin. Donc finalement, l'image qu'on avait vue au début avec la comparaison des deux cartes. Voilà, donc la mer a repris ce qu'on lui a pris. En tout cas, elle montre qu'elle est capable de le reprendre sur des moments un peu majeurs de tempête. Voilà, parce que ça a duré une nuit. Ouais. Et après, lorsque la mer va monter progressivement, ça viendra à chaque marée, finalement. C'est ça. Super. Alors on va prendre peut-être une autre photo cette fois-ci. Voilà, donc avec effectivement un des effets du changement climatique sera l'augmentation des événements climatiques majeurs, comme on l'a connu à Saint-Martin en 2017 avec le cyclone Irma, où là, les effets de la houle et du cyclone ont fait que des vagues de 3 mètres ici ont traversé tous ces bâtiments qui ont été construits dans les années 80, ils ne sont pas très vieux, ils ont été dévastés intégralement, et donc là, des milliers de bâtiments qui à Saint-Martin ont été détruits en quelques heures. Sur l'image suivante. Voilà. Toujours à Saint-Martin, donc sur effectivement des terrains qui ont été démolis lors d'Irma. Et là, on est dans une situation où le choix a été fait de ne pas les reconstruire, justement, de tirer les enseignements en disant ces bâtiments, on va achever de les démolir, renaturer le terrain, indemniser les anciens propriétaires, voilà, pour ne pas essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord. Et sur la photo suivante. Ça, ce sont les blocos de la dernière guerre, donc, dont on voit qu'ils étaient construits sur la dune et maintenant ils sont sur la plage, voire dans l'eau. Parce que la dune a reculé. Parce que la dune a reculé. Donc là, on est sur un phénomène d'érosion, c'est ça? Voilà. On voit bien que la dune se reforme derrière, donc c'est pas, disons, grave en soi, parce que là, ce sont des blocos. Tant que personne ne s'installe sur la dune, en fait. Tant que personne ne s'installe sur la dune, tout va bien. Ok. Sur la photo suivante. Donc là, on a planté des arbres sur cette dune, ce qui l'empêche en fait de s'adapter. Donc elle est érodée par la mer, mais elle ne se reconstitue pas derrière. C'est-à-dire que en fait, les arbres empêchent
qu'elle recule naturellement. Voilà, c'est ça. Donc là, on est en train de, la dune est en train de partir. Le problème, c'est que derrière la dune, qu'est-ce qui se passe, hein? Derrière la dune, il y a des zones basses. Donc si la dune est crevée, si la dune est ouverte, forcément, il y a des risques d'inondation derrière. Donc des questions qui se posent forcément dans ce genre d'endroit. Donc on a vu les phénomènes de submersion, on a vu des phénomènes assez spécifiques, pointus, comme les tempêtes, etc. Là, on est sur de l'érosion. Voilà, et ça se combine souvent, puisque en l'occurrence, sur ce secteur-là, si la dune rompt, eh bien derrière on peut avoir des inondations. Donc l'inondation et l'érosion fonctionnent ensemble finalement au fur et à mesure que la mer s'élève. Donc au même titre qu'il y avait vraiment ce schéma qui était très très important au début pour comprendre ce qu'étaient les aléas, à quel point il y avait les enjeux et à quel point on a un risque. Là, tout va bien s'il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas d'habitation. Si on se retrouve avec des habitations, on est sur un risque majeur en fait. C'est exactement Donc ça. Ça c'était important. On va prendre d'autres questions. La modification du trait de côte et des littoraux peut-elle entraîner la disparition d'animaux? Oui, alors les animaux ils sont mobiles, ils peuvent se déplacer si le milieu naturel se déplace aussi. Maintenant, si le milieu dans lequel ils vivent disparaît, ils peuvent disparaître aussi. Quand on parlait de l'exemple des mangroves, si on les laisse se déplacer avec le mouvement du trait de côte, les animaux qui y vivent se déplaceront avec. Sinon, un certain nombre d'animaux, et notamment les poissons qui vivent dans la mangrove, les oiseaux qui y nichent, n'auront nulle part où aller. Donc oui, ça peut entraîner la disparition également d'animaux si l'habitat dans lequel il évolue, on ne le laisse pas évoluer librement. Alors, on avait une autre photo encore à voir après. Alors, voilà, on reprend les photos de ce qui peut se passer avec le réchauffement climatique, tout ce qui peut se produire. Là, alors, on est où, Patrick? Là, on est en Aquitaine. Alors, c'est pas la tempête Xynthia, ce sont des tempêtes de l'hiver 2014 qui n'étaient pas très violentes, mais qui ont été répétées. Et il y en a eu plus d'une dizaine à la suite. Et c'est les vagues qui ont sapé la dune petit à petit. Et là, c'est un secteur où il y avait des cabanons, c'est pas des grosses constructions, mais pas très loin de ce secteur, il y a l'immeuble du Signal, qui est relativement célèbre, et qui a été évacué parce qu'il menace de s'effondrer également. D'accord, on va regarder la photo suivante. Voilà, c'est un phénomène un peu similaire là, en Guadeloupe, à Capesterre-Belle-Eau, où les falaises reculent progressivement, se font éroder par la mer. On voit que là où on parlait des 50 pas géométriques tout à l'heure, là où ils ont été urbanisés, ça crée aujourd'hui évidemment des situations dramatiques avec des maisons qui s'écroulent dans la mer encore l'année dernière. D'accord. Et on a encore une photo. Alors là, c'est bien spécifique. Hein. Alain, prends le temps de bien l'expliquer. Voilà, alors avec le changement climatique, notamment, il y a des nouveaux risques qui apparaissent sur le littoral. Donc là, aux Antilles et dans moindre mesure en Guyane, depuis quelques années, il y a la crise des sargasses. Donc c'est des algues qui viennent se déposer en masse par millions de tonnes sur les littoraux alors des là, Antilles. Les sargasses, c'est quoi? C'est les bandes, les zones brunâtres, marron qu'on voit au milieu de l'image sur la côte. Et ces algues se putréfient ensuite, dégagent du sulfure d'hydrogène, qui est un gaz toxique et qui sent très mauvais déjà, et qui rendent quasiment inhabitables certaines zones. Ça a conduit à évacuer certaines maisons, à fermer certains établissements scolaires, des collèges, des lycées qui ont dû être fermés à cause des sargasses qui viennent s'installer aujourd'hui sur le littoral. Et donc en fait, le problème, c'est pas tant l'arrivée des sargasses que le fait qu'il y ait des habitations qui soient... Si les sargasses arrivent dans des zones inhabitées, eh bien, ça peut poser problème pour les habitats naturels, mais ce n'est pas dramatique. Si elles arrivent dans les zones habitées, là où on a construit, urbanisé jusqu'en bord de mer, là on est dans une situation beaucoup plus compliquée. Ok. Alors on va avancer le plus vite possible, je pense qu'on est un peu en retard. Attends, y a-t-il des littoraux en dessous du niveau de la mer en France, comme le sont les Pays-Bas? Oui, mais dans une mesure beaucoup moindre. C'est-à-dire que dans les Pays-Bas, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 mètres en dessous du niveau de la mer. Et il y a des constructions colossales pour protéger ce pays. La plaine flamande, qui est aux Pays-Bas, arrive jusque dans le département du Nord et une partie du Pas-de-Calais chez nous. Donc la ville de Dunkerque, par exemple, n'est pas très haut, voire même au niveau de la mer, comme beaucoup d'endroits de ce secteur-là. Et des littoraux très bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a à peu près l'équivalent d'un département en France, réparti sur l'ensemble des côtes. On a une belle question. Que peut-on faire à l'échelle individuelle, humaine, pour aller contre la littoralisation? Alors, je ne sais pas trop, peut-être littoralisation, on peut l'interpréter de plein de manières, mais bon, allons-y, essayons. On peut appeler ça, disons, le fait de construire et d'artificialiser effectivement le littoral. C'est pas facile à répondre, moi j'ai pas de réponse immédiate, c'est à l'échelle individuelle.
pas chercher à y construire trop près soi-même. Pas chercher à Finalement, construire. Réfréner sa propre envie d'habiter le littoral. Voilà. Et accepter de le partager avec d'autres, le littoral, et de vouloir l'acquérir, se l'approprier individuellement, accepter de s'installer un petit peu plus loin pour que la partie la plus littorale puisse rester partagée pour tous. Finalement. Voilà, puis être attentif dans les instances au sein de sa commune pour que justement le discours ne soit pas on va lutter, on va se battre, on va vaincre la mer, on va vaincre les éléments. Alors bon, mais être un peu plus modeste peut-être dans les projets. Alors, on est super en retard, c'est terrible. Les barrières de corail ont-elles un effet protecteur sur les littoraux? Absolument, le corail protège la côte, et les mangroves protègent la côte elle-même, et réciproquement d'ailleurs, les mangroves protègent aussi les barrières littorales, se protègent mutuellement. D'accord, donc c'est un système vertueux. Il y a tellement de questions qui arrivent que je m'y perds un peu. Quels littoraux sont les plus menacés, ceux de métropole ou d'outre-mer? J'aurais tendance à dire l'outre-mer. L'outre-mer, ça dépend des outre-mer, c'est assez varié, mais effectivement les pressions aujourd'hui démographiques, urbaines, sont peut-être plus marquées sur les littoraux d'outre-mer, qui en plus sont, à part la Guyane, tous insulaires, donc où l'installation humaine se fait encore plus qu'ailleurs sur le littoral. Alors on va avancer un petit peu, j'aimerais bien on va vous lancer un dernier sondage, très très rapide, qui va être quelle attitude vous semble la plus adaptée face au changement climatique? Est-ce que vous pensez que la meilleure solution, c'est de se défendre en construisant des digues de plus en plus hautes? Ou est-ce que vous pensez que la meilleure solution, c'est de s'adapter à ces nouveaux aléas? Allez, on prend le sondage très très vite, vous y répondez le plus vite que vous pouvez. Et nous, on va un petit peu avancer pour voir justement quelles sont les réponses. Donc ça, on a les premières images pour la première réponse, c'est que fait le Conservatoire du littoral face au changement climatique? Quelle attitude a le Conservatoire du littoral? Donc, Alain, tu vas très rapidement, à partir d'un exemple en Martinique ici, dans la baie de Génipa. Donc en rouge, c'est le trait de côte actuel, donc, et du côté mer, on voit la fameuse mangrove donc, qui a un effet protecteur sur ce qui est à droite. On voit d'ici un morceau du village de Lafayette. Donc il y a eu des simulations qui ont été faites sur l'image suivante qui permettent de voir qu'est-ce qui se passera donc, en 2100. Donc on voit des intrusions marines du côté terre qui vont progressivement arriver. Ça c'est la simple élévation du niveau de la mer dans un scénario d'ailleurs assez optimiste, limité à 50-80 cm. Ça risque d'être beaucoup plus. Maintenant, dans l'image suivante, on voit qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une tempête de 3 mètres, simplement, ce qui n'est pas une tempête énorme. Et là, on voit qu'une partie de la route nationale, une partie du village qu'on voit en bas à droite de l'image se retrouve submergée. Et ça, c'est dans l'hypothèse où on n'a pas laissé la mangrove reculer. On l'a un peu bloquée à sa position actuelle, et donc elle n'a pas pu reculer lorsque la mer montait. Et enfin, dans l'image suivante, on voit la même chose si on laisse la mangrove s'installer à l'arrière de là où elle est aujourd'hui, si on la laisse bouger avec l'élévation du niveau de la mer. Et là, on voit que le village et la route ont pu être épargnés lors de cette petite tempête. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, sur la dernière image, on voit ce que cherche à faire le Conservatoire du littoral, à protéger la mangrove actuelle, c'est ce qui est en bleu, et ça, c'est déjà fait depuis quelques années. Mais en orange, c'est ce que le Conservatoire cherche à acquérir. Donc, on disait, le Conservatoire, son métier, c'est d'acheter les terrains sur le littoral, et donc on va acheter la mangrove de demain. C'est des zones aujourd'hui agricoles, mais c'est les zones. À quoi? Et ça va servir à ce que la mangrove puisse reculer, alors que si on ne le fait pas, il y a des villages de nouveau qui vont se construire, des zones commerciales qui vont s'y construire. Et lorsque la mangrove aura reculé, on mettra une digue, on mettra un mur, et la mangrove sera coincée entre la mer d'un côté et le mur de l'autre, et au fur et à mesure que la mer montera, elle disparaîtra, et donc elle cessera de jouer son rôle protecteur. Super. On va regarder un autre exemple pour voir quand même quelle est l'attitude. Je vais juste te donner la réponse que vous avez, qui est vraiment intéressante. Donc sur le sondage, quelle attitude vous semble la plus adaptée face au changement climatique? Vous êtes 85% à penser qu'il faut s'adapter à ces nouveaux aléas, mais il y a quand même 15% qui pensent qu'il faut continuer à se défendre en construisant des digues de plus en plus hautes. Donc on voit bien que la tendance est plutôt de s'adapter, mais bon, voilà, pas toujours simple. Ça dépend de la place dont on dispose. Là, on voit une dune, par exemple, qui est un élément naturel également extrêmement efficace pour lutter contre l'élévation du niveau de la mer, parce que c'est une masse de sable très importante qui peut s'ajuster au fur et à mesure que la mer avance, comme la mangrove dont parlait Alain tout à l'heure. Sauf que s'il n'y a pas de place derrière,
eh bien cette dune, elle ne va pas pouvoir reculer et donc elle va se faire grignoter par la mer. Et alors là, que fait le conservatoire justement dans cette situation-là? Là, dans cette situation, le conservatoire, il essaye d'acheter les terrains qui sont derrière la dune, de façon justement à lui permettre de continuer à jouer son rôle et à se déplacer éventuellement au fur et à mesure de l'élévation du niveau de la mer. Super. Ok, on va regarder l'image suivante. Alors on peut essayer aussi de créer les dunes, enfin en tout cas de les aider à s'élever avec ces petites barrières qu'on appelle des ganivelles et qui piègent le sable et qui permettent à la dune de s'élever et donc elle est plus grosse, elle est plus massive. Et lorsque on n'arrive plus à la tenir en place, parce que la mer avance, à ce moment-là, on peut les reculer, on peut aider la dune finalement à s'ajuster à ces évolutions. D'accord, donc quand on voit souvent des petites ganivelles comme ça sur des terrains en bord de mer, on peut penser que c'est le conservatoire qui est en train d'agir. Le conservatoire ou d'autres, on donne un petit coup de main à la nature, on se base sur un outil, une protection naturelle, la mangrove d'un côté, la dune de l'autre, ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature finalement, qu'on va essayer de favoriser, donc des solutions qui coûtent assez peu cher, c'est la nature qui fait le gros du travail, et lorsqu'on peut, on lui donne un petit coup de pouce. On va prendre un autre exemple sur l'image suivante. Alors là, on se retrouve... Alors nous avons notre ferme de la Pré-Misotière, qui est le petit point en haut au milieu, et la ferme qui rejoint les méandres de la rivière qui est en bas. Et cette propriété du conservatoire a été inondée par Xynthia. Et depuis, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est de transformer finalement les cultures en prairies naturelles. Et pour protéger les bâtiments de la ferme, sur la photo suivante, on voit que la digue, la première digue a été maintenue et il y en a une seconde qui a été créée et qui englobe les bâtiments de la ferme. Donc ça, ce n'est pas le conservatoire qui a fait cette digue, ce sont les collectivités locales. Mais en choisissant de reculer la digue, finalement, on offre à ce territoire qui est un territoire agricole, sur lequel vit un exploitant agricole, mais qui fait de l'élevage. Et donc ce territoire, il a deux fonctions. À la fois, il crée de la richesse agricole, mais aussi il protège le territoire qui est derrière. D'accord. Alors qu'avant que ce soit d'élevage, c'était quoi sur cette exploitation? Avant, c'était des cultures, c'était du maïs, c'était du blé. D'accord. Qui était très vulnérable dès qu'il y avait une... Qui était beaucoup plus vulnérable. Et une fois que la mer a passé les premières digues, comme on a vu, au moment de Xynthia, l'eau a avancé sur des kilomètres. Alors que là, elle a deux barrières à franchir, donc on est mieux protégé derrière. Ok. Donc là, vous voyez des exemples concrets de l'action du conservatoire, c'est-à-dire agir face au phénomène des changements climatiques, que ce soit submersion, élévation, érosion, en tout cas des possibilités. Là, vas-y Patrick, raconte ce qui s'est passé. Cet exemple-là, la partie sableuse que vous voyez, avant c'était une route. C'était une route qui était en bord de mer où tous les gens venaient en voiture pour se garer. Alors c'est une plage très fréquentée près de Montpellier. Et aujourd'hui, ce n'est plus une route, c'est une dune. Et les parkings ont été reculés en arrière, on les devine, près de la 2x2 voies. Et finalement, dans cet aménagement-là, la dune rejoue son rôle effectivement d'amortisseur. Et ça nous permet d'avoir un milieu naturel extrêmement attractif pour les gens qui viennent sur la plage. Il y a une piste cyclable également. Et on n'est plus obligé de protéger la route avec des enrochements, avec des travaux. Mais il faut savoir que ce projet, on a mis 15 ans à le réaliser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde, ou la plus grande partie des gens, considèrent que c'est un bon aménagement. Mais lorsqu'on a proposé cet aménagement, on a eu des grosses résistances. Et les gens avaient peur qu'on fragilise la côte, qu'on fragilise le territoire, qu'on éloigne la possibilité des gens d'aller à la plage en leur demandant d'aller se garer plus loin. Et donc, on a eu beaucoup de difficultés. Et il a fallu vraiment la pugnacité, je dirais, de beaucoup de gens, et notamment des élus de ces secteurs-là, qui ont tenu bon avec nous. Et on a mis en place des moyens considérables aussi pour expliquer, pour discuter, pour demander aux gens de donner leur avis. Et alors que c'est un terrain du conservatoire, donc à la limite, on pouvait faire ce qu'on voulait, si on peut dire, mais on se rend compte que ces projets ne peuvent exister que si l'ensemble de la population est impliquée et peut comprendre quelles sont les évolutions qui vont se produire pour pouvoir adhérer. En fait, si je comprends bien, vous utilisez les terrains du conservatoire
pour donner des exemples de ce qui peut être fait face au réchauffement climatique. C'est une manière de démontrer par l'exemple comment on peut s'adapter, c'est ça? Absolument, oui, effectivement, c'est des terrains sur lesquels on peut expérimenter, avoir des moyens d'agir, effectivement, grâce à la maîtrise foncière. On dit, quand on est chez soi, on peut effectivement être libre de faire, c'est plus difficile de l'imposer chez les autres. Et voir là, en l'occurrence, que lorsqu'on fait le choix de faire un peu confiance à la nature, finalement, elle apporte des solutions qui sont des fois très efficaces. On va essayer de répondre à quelques questions encore. Les mesures prises par l'homme pour protéger les littoraux n'empêchent-elles pas la nature de jouer son rôle? Ça peut arriver. Ça peut arriver si on met effectivement des enrochements, des digues. On amoindrit effectivement les échanges dont on parlait tout à l'heure entre la terre et la mer. Et donc ça peut appauvrir effectivement les milieux naturels. Et c'est une de nos convictions au conservatoire, c'est que les solutions fondées sur la nature, elles peuvent être utiles en accompagnement d'autres solutions plus technologiques, on va dire, mais elles sont aussi utiles pour maintenir la richesse des milieux naturels. Super. Comment financez-vous l'achat de terrain sur le littoral? Peut-être que ça, on peut y répondre par écrit ou, enfin, oui, on peut répondre par écrit. C'est financé par une taxe qui est payée par les propriétaires de bateaux de plaisance et qui est ensuite reversée au Conservatoire du littoral principalement, voilà, et avec des aides d'autres organismes. Mais on développera par écrit. Combien d'hectares de zone littorale le Conservatoire du littoral a-t-il acquis? Alors, le domaine du conservatoire aujourd'hui fait 200 000 hectares. Ça représente quoi? Alors, ça représente un certain nombre de terrains de football, mais je ne sais plus combien. Ça fait 2 fois la superficie de Paris, par exemple. 2 fois la surface de Paris, d'accord. En pourcentage de linéaire côtier, c'est à peu près 15%. D'accord. Il y a un objectif pour le conservatoire? Oui, il y a un objectif qui est le tiers naturel. Alors, le tiers naturel, ça veut dire grosso modo 30% du linéaire côtier et 300 000 hectares, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a aussi les dunes domaniales gérées par l'Office des forêts, des milieux naturels protégés, des parcs nationaux, des réserves. Le conservatoire, pour sa part, espère atteindre de l'ordre de 25%. Super. Agissez-vous également à l'étranger? Alors, le conservatoire n'achète pas de terrain à l'étranger, mais a des partenariats avec d'autres institutions. Il y a une délégation internationale du conservatoire qui mène des projets de coopération avec d'autres pays, avec d'autres agences qui s'occupent du littoral ailleurs dans d'autres pays. On consulte le conservatoire du littoral pour sa connaissance et tout ce que vous faites depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant? Oui, on a une petite équipe qui s'occupe de l'Europe et de l'international, donc qui est très active en Europe, sur les pays du Maghreb. Alors, je vois une autre question. Les autres pays de l'Union européenne ont-ils eux aussi un conservatoire du littoral? Alors, non. C'est une spécificité un peu française. En Angleterre, il y a un organisme qui s'appelle le National Trust, qui est un organisme privé, c'est une fondation, mais qui est institutionnelle parce qu'elle a plus d'un siècle et elle a un peu inspiré quand même la création du conservatoire en 1975. Super. Une dernière question. Existe-t-il des exemples de bonne cohabitation entre les milieux urbains et les milieux naturels sur les littoraux? Est-ce que vous avez des exemples vertueux? Oui, alors moi j'ai envie de citer la ville du Grau-du-Roi, qui est une ville qui n'est pas très loin de Palavas qu'on a vu tout à l'heure, entre Palavas et la Camargue. Le secteur du Grau-du-Roi, il y a des dunes, il y a des zones agricoles et la commune a choisi de reculer la dune de parfois 200, 300 mètres en recréant un bandeau de dunes ou de terre en arrière, à l'intérieur des terres, et les dunes qui sont en front de mer évoluent librement. Et on attend juste que la mer arrive à la deuxième défense, puis après on verra. D'accord. D'autres exemples auxquels tu penses, Alain? On a des exemples du contraire. Non, de bonne cohabitation, oui, il y en a. Il y a des choses aussi qui évoluent aujourd'hui, notamment en Martinique, sur la commune du Prêcheur, qui réfléchit beaucoup à comment elle va complètement revoir sa façon de s'installer sur le littoral. Donc il y a toute une vision un peu prospective. Alors comment va s'organiser en quelques dizaines d'années. Ils ont déjà commencé à anticiper un recul complet et à redessiner complètement l'implantation de la commune pour libérer justement le littoral. Il y a plusieurs communes en Martinique qui se sont engagées dans ce genre de réflexion.
Bon, alors je crois que nous avons 10 minutes de retard, donc c'est absolument terrible, mais c'est un sujet passionnant sur lequel on aurait pu parler encore pendant très très longtemps. Donc le moment des remerciements arrive, malheureusement on va être obligé de vous quitter. Je voulais déjà énormément remercier la Fondation Procter & Gamble sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Remercier aussi beaucoup toutes les équipes du Conservatoire du Littoral qui nous ont aidés à sélectionner des photos, trouver des images d'archives, qui ont fait un travail absolument remarquable, ne serait-ce même aussi que pour l'installation de ce studio. Vous remerciez aussi énormément pour votre présence, vos questions extrêmement pertinentes. On sent que ça a travaillé fort dans les classes et que vous avez des enseignants qui ont travaillé très fort avec vous. Cette émission va être rediffusée dans son intégralité sur le site du Conservatoire du Littoral, sur lequel d'ailleurs vous pouvez, quand vous êtes enseignant ou pas d'ailleurs, il y a un espace qui s'appelle l'espace pédagogique sur lequel vous trouvez des mines d'or en termes de support pédagogique, de fiches à lire pour mieux comprendre les différents enjeux qu'il peut y avoir sur les différentes façades du littoral. Donc voilà, des outils ressources qui sont vraiment fantastiques. On vous remercie 1000 fois. Toutes les questions que nous n'avons pas pu traiter, on le fera par écrit, c'est promis, et ce sera renvoyé à tous les établissements scolaires. Et d'ici là, on vous souhaite une très 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 bonne continuation et on vous dit à très bientôt.